allumer le micro. Donc ça, c'est une particularité dans la douleur chronique et qui fait l'objet de beaucoup de travaux de recherche notamment, puisque on a beaucoup de patients qui sont en souffrance avec des conséquences évidemment sur leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie sociale, leurs conséquences aussi en termes de qualité de vie, sommeil, l'humeur, l'anxiété, etc. Plus tous les effets indésirables des médicaments aussi potentiels qu'on peut être amené à prendre. Et puis la douleur, d'un point de vue économique, pour un pays, c'est extrêmement important, puisque ce sont des millions, 88 millions en France de journées d'arrêt de travail qui sont la conséquence d'une douleur chronique qui empêche ces personnes-là d'aller travailler. Or, le travail, ça a aussi un rôle social important. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent tomber dans un certain isolement, voire une certaine précarité. La précarité n'est pas si rare que ça dans la douleur chronique. L'Organisation mondiale pour la santé soutient cette journée mondiale contre la douleur. La Société française d'études et traitements de la douleur, la SFETD, qui est un partenaire de la Fondation Analgesia, soutient en France cette journée mondiale contre la douleur. Quels sont les objectifs, quelles sont les finalités de cette journée mondiale contre la douleur? Il y en a 3. Tout d'abord, auprès du grand public, informer le grand public qu'il faut qu'il parle de sa douleur et qu'il sollicite les professionnels de santé pour leur parler de leur douleur, afin qu'ils puissent être mieux pris en charge et surtout pris en charge le plus tôt possible. Puisque quand une douleur se chronicise, elle devient de plus en plus dure parfois à soulager. Solliciter aussi dans cette journée les professionnels de santé en leur demandant d'être plus précoces dans le dépistage de cette douleur, d'aller la rechercher de manière proactive en interrogeant nos patients, même s'ils ne viennent pas pour une douleur, leur parler de la douleur. Souffrez-vous d'une douleur? Avez-vous mal quelque part? C'est pas inintéressant de poser cette question-là parce qu'on se rend compte que, et récemment encore une enquête est sortie sur le sujet, un nombre très important n'en parle pas. Ils n'en parlent pas à leur médecin, n'en parlent pas à leur pharmacien, n'en parlent pas forcément à leur entourage, pensant que c'est pas utile, que ça va passer, que pour ne pas ennuyer leur entourage, ou parce qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer non plus dans un parcours de soins qui peut s'avérer, en tout cas au premier plan, parfois complexe, ou qui n'ont pas forcément envie de prendre de médicaments non plus pour la douleur. Donc l'idée, c'est d'aller la rechercher, cette douleur, de manière proactive, pour la dépister le plus précocement possible. Et ça, ce sont les professionnels de santé qu'il faut sensibiliser à ça. Et puis enfin, cette journée, elle sert aussi à sensibiliser les pouvoirs publics, pour leur expliquer que cette souffrance, elle touche de très nombreux Français, on l'a dit, quasiment un tiers des Français, et que pour cela, il faut qu'il y ait des structures adaptées pour prendre en charge les patients qui sont les moins bien soulagés. Et donc, il faut soutenir ces structures qu'on appelle structures douleur chronique et consultation douleur. Et tout cela doit être évidemment soutenu. Tout cela coûte de l'argent, évidemment, vous l'imaginez bien, mais c'est aussi le rôle de cette journée de rappeler au pouvoir public, au moins une fois par an, qu'il ne faut pas oublier la douleur chronique, à côté de toutes les autres pathologies, parce que vous imaginez bien que chaque pathologie, elle aussi, revendique la nécessité d'être prise en charge. Alors, cette année, l'Institut Analgesia, pour cette 4e conférence, a souhaité mettre en lumière une pathologie gynécologique chronique qui est extrêmement invalidante, qui touche des millions de femmes, et dont le principal symptôme est la douleur, à côté, je crois, aussi des problèmes de fertilité, aussi, je crois que c'est les deux principales problématiques qui sont associées à cette pathologie qui est l'endométriose. En France, on estime qu'il y a à peu près environ une femme sur 10 en âge de procréer qui est atteinte d'endométriose, soit l'équivalent de 3 à 6 millions de personnes en France. Toutes ces femmes ne sont pas forcément conscientes de souffrir de cette maladie-là. Il y a des retards diagnostiques assez importants, parce que le diagnostic, on en parlera probablement après, mais n'est pas forcément une chose toujours simple, notamment au début. Et ces retards diagnostiques participent aussi à une aggravation de la maladie. Donc, cette conférence va se dérouler en 3 parties, on va dire même 4 parties, puisqu'à la fin, il y aura la possibilité de poser des questions aux différents intervenants. La première partie sera une présentation, un petit peu un point d'étape de la Fondation Analgesia, pour vous dire un peu où on en est, et ce sera réalisé par le professeur Alain Échalier, qui est président de cette fondation, et qui l'a créée, fondation qui a été créée en 2016.
Il nous rappellera les principales missions et puis les principaux objectifs de cette fondation dans les années qui arrivent. Puis, dans un second temps, donc, nous aurons l'honneur d'accueillir le professeur Nicolas Bourdelle, qui est chirurgien dans le service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Estin, donc, au CHU Clermont-Ferrand, et qui est un praticien particulièrement intéressé dans la prise en charge de cette pathologie qu'est l'endométriose. Il nous expliquera un petit peu cette maladie et ce que l'on peut proposer aux patientes en termes de prise en soin. Et puis enfin, on illustrera les propos du professeur Nicolas Bourdelle par un témoignage, témoignage de Madame Ophélie Garcia, qui représente l'association Endo-France, qui est une association de patientes atteintes d'endométriose, et qui viendra nous expliquer ce qu'est le parcours de soins, ce qu'est la souffrance, toutes les pathologies, tous les symptômes, toutes les altérations qui sont associées à cette... présentera aussi à cette occasion l'association Endo-France, qui donc est partenaire de cette manifestation aujourd'hui. Et puis on terminera donc par des questions-réponses. Pour cela, on vous fera passer des petits papiers sur lesquels vous pourrez faire des propositions de questions et que ensuite on proposera à nos intervenants et qui pourront y répondre. La conférence devrait se terminer vers environ 20h, 20h15 au plus tard. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent. Je vais passer la parole au professeur Alain Chalier pour qu'il puisse vous présenter les missions et les objectifs et le point d'étape d'avancement de la Fondation Analgesia. Il faut juste approcher ça. Merci beaucoup, merci au professeur Authier de cette introduction. Merci aussi à l'équipe d'Analgesia. Vous voyez, Marine, là, se précipite pour voir si le micro est bien mis, pour aller sur Facebook, tout ça. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Un micro. Il est là, le micro. Ah, celui-là. Ah, bon. Vous savez, la technique, hein. Bon. Bref, alors, Nicolas l'a dit, la douleur chronique, vous le voyez, est une pathologie qui touche un nombre important de patients partout dans le monde. Il vous a donné les chiffres en France et vous voyez 12 millions de Français, c'est quand même énorme. On peut toujours dire, beaucoup de gens disent dans leur domaine pathologique qu'il y a un enjeu de société, que c'est un enjeu majeur, l'enjeu majeur. En tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que cette douleur chronique est envahissante pour les patients, que cette douleur chronique touche différents secteurs de la pathologie. Vous voyez ici quelques exemples qui vont du cancer aux neuropathies, colopathie et à l'endométriose, puisque c'est notre sujet ce soir. Il y a donc une diffusion très large de cette problématique de la douleur chronique dans la population. Bien entendu, il est donc urgent d'agir. Et ça a été la motivation finalement de la création de cet institut qu'est l'Institut Analgesia, dont l'objectif est d'essayer de faire face à cette urgence et d'essayer de faire avancer en particulier la recherche. Nous avons créé cet institut avec, vous le voyez, un certain nombre de membres. Les membres fondateurs, ce sont des membres dits académiques, mais pas seulement, puisque vous voyez qu'il y a l'université Clermont-Auvergne, qu'il y a le CHU, qu'il y a l'école d'ingénieurs Sigma, qui regroupe, pour ceux qui connaissaient plutôt l'école de chimie et l'école de mécanique l'IFMA, qui regroupe ces deux écoles. Et pour nous, c'est la partie chimique qui est concernée ici, menée pour cette recherche par le professeur Sylvie Duqui, qui est dans cette salle. La région Auvergne-Rhône-Alpes nous a aidés, d'ailleurs de façon successive, la région Auvergne, puis la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la réorganisation de région n'a pas démenti le soutien. Et puis enfin, le cluster privé-public Analgesia Partnership, c'est-à-dire
que l'on avait créé en 2009 une association réunissant des industriels qui étaient intéressés par la problématique de la douleur et un certain nombre de laboratoires académiques de l'université ou du CHU. Donc nous avons voulu d'emblée avoir une approche qui soit une approche basée sur le patient, faisant le constat que la recherche dans le domaine de la douleur n'avançait pas, voire même avait un mouvement inverse, c'est-à-dire avait tendance en termes de médicaments en tous les cas de reculer, et donc on a eu le sentiment qu'il fallait bien entendu œuvrer, comme d'autres le font en France et partout dans le monde, mais nous voulions œuvrer avec une approche particulière qui consistait à placer le patient au centre de notre recherche, que ce soit de la recherche clinique avec les patients, que ce soit de la recherche plus fondamentale, plus préclinique. Le souhait, c'est qu'on puisse s'inspirer du patient, je vous en donnerai quelques exemples. Et puis, on a voulu aussi décloisonner les choses grâce au partenariat, on vient de parler de partenariat privé-public, on a voulu aussi décloisonner les choses en termes de santé, santé humaine certes, mais aussi santé animale, sachant que les animaux peuvent souffrir, animaux de compagnie, animaux de rente peuvent souffrir, et qu'on a vraiment le sentiment que les deux domaines de la médecine vétérinaire ou de la médecine humaine peuvent s'alimenter et s'enrichir de façon réciproque. Voilà pour poursuivre ces partenariats et cette ouverture. Nous avons, comme le disait Nicolas tout à l'heure, pas auvergnat, bien qu'on soit fiers de l'être, mais nous avons voulu ouvrir, bien entendu, au niveau national, et on a créé un réseau de centres experts qui aujourd'hui implique une petite quinzaine de centres, de structures de douleur. Ça, c'est pour l'aspect soins, et l'aspect recherche, il y a aussi un certain nombre d'équipes en France, voilà, et vous voyez à la fin de cette diapositive l'écosystème qui est les membres de notre cluster Analgesia Partnership, et en particulier les membres privés. Voilà. Alors l'objectif, vous le voyez ici, c'est que chacun puisse retrouver une vie sans douleur. Bien entendu, ça c'est un peu communicant. On n'a pas la prétention d'éradiquer la douleur. Et de toute façon, vous savez que la perception de la douleur est d'abord quelque chose de nécessaire. Et ensuite, l'idée, c'est d'aider les patients à mieux vivre avec leur douleur, donc à retrouver une vie où la douleur n'est plus envahissante comme elle peut l'être chez le douloureux chronique. Pour cela, nous avons décidé de 3 missions. La première, c'est de soulager, d'aider à soulager. C'est 70% de personnes qui souffrent de douleurs chroniques et qui se considèrent comme non soulagées par leur traitement. Et pour cela, une de nos ambitions, situations thérapeutiques, de nouvelles solutions thérapeutiques, de nouveaux antalgiques. Je prendrai 1 ou 2 exemples. Nous avons par exemple la volonté d'essayer de trouver des substituts à la morphine. Alors ceux qui sont venus déjà aux précédentes journées, à ces manifestations lors de la Journée mondiale de la douleur, nous ont entendu parler de ça. En effet, nous avons une piste que l'on poursuit depuis 4-5 ans sur la conception d'un antalgique qui puisse à terme remplacer la morphine, non pas en termes d'efficacité, mais essentiellement en termes d'effets indésirables, puisque vous savez qu'il y a des effets indésirables majeurs. Aujourd'hui même, dans le monde, il est titré l'addiction par les opiacés, par les médicaments antalgiques, cause responsable des morts par overdose dans notre pays. Et Nicolas Authier a publié un article sur cette problématique qui est bien plus aiguë aux États-Unis, au Canada et dans les pays nordiques d'Europe qu'elle ne l'est en France, mais qui est quand même une... Donc il est légitime d'essayer de comprendre comment est efficace la morphine, comment marche la morphine, comment on explique ces effets indésirables pour essayer de concevoir de nouveaux effets indésirables. Et nous avons toute une stratégie de recherche sur ce sujet-là, avec l'espoir, dans quelques années, de proposer un substitut à la morphine, ce qui ne serait pas une mince affaire. La deuxième mission, c'est d'accompagner les patients douloureux chroniques. Vous voyez qu'un faible pourcentage d'entre eux, 3% simplement, sont pris en charge dans un 630 douleurs. Et donc l'idée ici, notre mission, c'est d'essayer d'innover autour du parcours de soins. Exemple là aussi, vous voyez le mot e-santé,
c'est le recours aux nouvelles technologies avec l'idée qu'un patient douloureux chronique voit son médecin tous les mois dans une structure de prise en charge de la douleur chronique. Ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois, enfin c'est variable, mais en tous les cas de façon espacée. Et lorsque le médecin voit son patient, il lui demande qu'est-ce qu'il en est de votre douleur aujourd'hui, eh bien le patient ne peut pas se rappeler de ce qui s'est passé de façon vraiment objective sur le mois qui précède, sur les 3 mois qui précèdent, sur les 6 mois qui précèdent. Donc notre raisonnement a été de dire qu'il faut essayer d'avoir une idée de l'état douloureux du patient en vie réelle, c'est-à-dire de façon quasi continue. Alors on ne peut pas être tous les jours en train d'interroger le patient, on ne ferait que réactiver sans doute sa plainte douloureuse. Mais il y a des recours possibles à la e-santé avec les fameux smartphones, avec aussi de la santé connectée des capteurs, et on va travailler sur la symptomatologie subjective que pourra exprimer spontanément le patient ou une symptomatologie objective à travers de paramètres physiologiques ou autres, qualité du sommeil, activité physique, fréquence cardiaque, etc., qui peuvent être des marqueurs de douleur et en tous les cas permettre de suivre en vie réelle la douleur du patient pour avoir ce qu'on appelle une nouvelle sémiologie de la douleur et intégrer des paramètres qui seront un peu nombreux. On touchera bien entendu à cette notion de big data et potentiellement d'intelligence artificielle pour ensuite essayer de faire des liens entre des symptômes auxquels on ne pense pas spontanément, des symptômes classiques, et on verra si on peut proposer peut-être la création de sous-groupes de patients et ensuite de voir si ces sous-groupes de patients sont particulièrement sensibles à tel ou tel traitement pour aller, c'est l'objectif, vers une personnalisation des thérapeutiques, une meilleure prise en charge et une personnalisation des thérapeutiques, et tout ça à terme appliqué sans doute à la médecine de ville. Vous savez que les autorités de ce pays ont un nombre de possibilités de remboursement à des outils de santé connectés qui sont susceptibles d'améliorer le parcours de soins. On veut participer à ça pour ce qui est la douleur chronique. Et puis la troisième fonction, c'est bien entendu d'informer, de sensibiliser les patients et les médecins antalgiques, et c'est l'objet en particulier de l'Office français des médicaments, l'Observatoire français des médicaments antalgiques, l'OFMA, créé aussi par Nicolas Autier, vous voyez, qui est très dynamique, hein, et qui permet d'avoir un suivi de ce qu'il en est de la prescription de ces médicaments. Et tout à l'heure, je parlais des opioïdes. C'est dans ce contexte-là que morphine et dérivés ont fait l'objet d'une étude pour savoir qu'est-ce qu'il en était de la consommation de ces produits en France, qu'est-ce qu'il en était des accidents gravissimes de ces produits, c'est-à-dire les overdoses et la mort. Donc, on ne peut pas dire en permanence que la pharmacopée ne peut réduire et freiner la mise à disposition de ces médicaments pour les patients. Il faut dire, donnons les bonnes informations pour que ces médicaments soient bien utilisés par les médecins et par les patients, mais ne les supprimons pas du marché. Vous savez peut-être qu'en France, un certain nombre de médicaments antalgiques ont été supprimés ou sont sous surveillance. Voilà, donc pour conclure, vous voyez, nous souhaitons mettre vraiment le patient au centre de nos préoccupations et nous avons vraiment la conviction que ce concept-là permettra d'alimenter une recherche clinique qui sera efficace, mais aussi une recherche fondamentale qui ne sera pas en lévitation, hein, parce qu'on peut toujours travailler beaucoup sur le mode de fonctionnement d'une cellule, le mode de fonctionnement d'un organisme, mais nous, notre volonté, c'est que ça devienne applicable au patient. Et pour que ce soit applicable au patient, le mieux, c'est de s'inspirer du patient lui-même. Voilà, je vous remercie. Et je donne la parole au professeur Bourdelle. Je vais juste changer. Je peux le mettre dessus. Super. Merci. Ouais, ce sera peut-être. Merci. Ce micro marche ou pas?
Ce micro marche, parfait. Je voudrais tout d'abord bien sûr remercier toute l'équipe d'Analgesia et puis le professeur Echalier et puis le professeur Autier de leur invitation. Je suis vraiment content d'être là parce que sur la prise en charge de la douleur dans l'endométriose, qui n'est pas si facile que ça parce que ça demande de voir d'autres choses et de ne pas rester fixé sur la chirurgie qui est mon métier princeps et mon métier de base. Alors je vous donne juste une anecdote, je vous jure qu'elle est vraie. Hier j'étais avec mon épouse lors d'un voyage et puis il y a eu un événement qui n'était pas prévu et puis je lève la tête et ma femme est psychiatre et je regarde ce qu'elle était en train de lire et elle me dit surtout il ne faut pas que tu lises ça parce que ça va t'énerver. Et ça j'ai barré les noms de ceux qui rapportent ce témoignage. Il rapporte le témoignage, c'est un magazine de psychiatrie, bien évidemment. Ce n'est pas du tout une critique de la psychiatrie, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il ne vaut mieux pas que je fasse ça ici. Mais juste pour voir l'approche un petit peu. Donc vous voyez le témoignage d'une infirmière en hôpital de jour qui parle de Assa et de l'état d'Assa pendant ses règles. Donc Assa qui a... Vous allez voir que c'est l'histoire de beaucoup de patientes endométriosiques ou de patientes qui ont des douleurs pendant les règles, donc des dysménorrhées. Donc début des douleurs dès l'âge de 11 ans, on retrouve ça extrêmement fréquemment. La réaction de la maman d'Assa qui dit à l'infirmière je l'enferme dans sa chambre et puis au bout d'une journée ça passe. Donc on voit là déjà à ce témoignage auquel ma femme ne voulait vraiment pas que j'ai accès, le poids social et le poids des soignants sur cette prise de douleur pendant les règles. Alors l'infirmière finit par faire preuve d'autorité et administre 2 spasfons à la patiente dont on connaît l'inefficacité sur ce type de douleur. Et puis la conclusion, alors ce qui est encore des fois plus rigolo, ou je ne sais pas, mais c'est la rubrique s'appelle « Les petits bonheurs du soin ». Pas sûr que la patiente soit tout à fait d'accord avec ça. Mais la conclusion est, vous voyez sur ces dernières phrases, elle était rentrée en taxi, abattue et épuisée, mais le mal semblait l'avoir quittée. Je dis le mal car c'est comme si Assa était possédée. Donc ça, c'est un article qui est publié l'année dernière. Donc vous voyez à la fois dans la société et le monde médical le chemin qui reste à faire. Donc encore une fois, c'est une revue de psychiatrie, peu importe, ça pourrait arriver sur une revue de toute autre prise en charge dans le soin. Mais vous voyez où en est l'état actuel parfois de la prise en charge de ces douleurs pendant les règles. Alors quand même, il faut parler un petit peu d'une petite définition des règles. Donc ça, c'est le pelvis féminin. Vous avez l'utérus, les trompes, les 2 ovaires. Et puis vous avez les sécrétions des ovaires qui muqueuses à l'intérieur de l'utérus. Donc ce qu'on appelle l'endomètre. Et puis quand la sécrétion hormonale s'arrête, la muqueuse va se déliter et puis ça va donner les règles qui sont évacuées par le vagin. Une des hypothèses de l'endométriose, c'est que ces règles vont se mettre en dehors, donc que cet endomètre va se mettre en dehors. Donc vous voyez là sur la surface de l'utérus par exemple. Donc à chaque cycle, il va être stimulé parce qu'il réagit comme l'endomètre de l'utérus. Il peut créer des adhérences, donc ça fait des rétractions qui peuvent être douloureuses. Il peut créer des kystes à l'intérieur de l'ovaire, donc ce qu'on appelle l'endométriome. Donc c'est le kyste dû à l'endométriose. Mais il peut toucher aussi, l'endométriose peut se mettre sur la vessie, donc en avant, là sur le petit bassin, dans l'utérus en lui-même, ce qu'on appelle l'adénomyose. Ça peut être sur le tube digestif, sur le péritoine, et puis sur l'ensemble de l'abdomen, donc par exemple la coupole diaphragmatique. Mais on décrit aussi des lésions d'endométriose au niveau du poumon, il y en a qui ont été décrites au niveau du cerveau ou dans le foie. Donc une maladie qui est très ubiquitaire. Alors le fait qu'on évoque toutes ces localisations, ça fait bien penser qu'on n'a pas encore compris tous les mécanismes qui donnent naissance à cette maladie. Comme vous l'avez vu, les règles normalement s'écoulent vers le bas. On pense que parfois, chez certaines femmes, elles s'écoulent un peu par les trompes et elles vont contaminer la cavité abdominale, donc l'intérieur du ventre. Et puis après,
Les cellules, chez l'immense majorité des femmes, elles vont être éliminées. Mais chez certaines femmes, ce n'est pas éliminé et ça donne probablement une partie de l'endométriose. Il y a plein d'autres mécanismes qui sont évoqués, mais c'est probablement un des mécanismes, en tout cas les plus simples, pour expliquer l'endométriose. Alors la première chose qui est quand même très très bizarre dans l'endométriose, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'importance des douleurs et l'importance des lésions. Donc vous imaginez par exemple que vous avez deux arbres qui sont exactement les mêmes, avec la même incidence du soleil dessus, mais il y en a un, il y a une ombre et l'autre qui ne donne pas d'ombre. C'est exactement pareil. Vous avez des lésions très importantes, extrêmement importantes, qui vont envahir le tube digestif, la vessie, les nerfs, et qui vont donner aucune douleur. Et vous avez des lésions très superficielles, quand on va avoir un mal fou à diagnostiquer, qui donnent des douleurs majeures. Donc rien que ça, cette notion, elle nous a fait vraiment repenser l'endométriose, c'est-à-dire comment naissent les douleurs, notamment dans l'endométriose. Je vous donne quelques données un peu emblématiques. Des fois, j'en rajoute peut-être un peu sur certaines données. Mais par exemple, quand on regarde en chirurgie, dans certaines séries, on enlève toute la maladie et on regarde près de 50% des patientes vont avoir une récidive de la douleur à 1 an. Alors bien sûr, c'est certaines séries. Probablement que la prise en charge à la fois médicale et chirurgicale n'était pas parfaite. Mais c'est ces données qu'on a là quand même dans la littérature. Autre donnée importante, même si l'endométriose en elle-même ne revient pas, il peut y avoir une récurrence des douleurs. Donc là, on se pose encore plus de questions sur les mécanismes de la douleur. On l'a vu, pas de lien forcément entre la sévérité des lésions et la sévérité de la douleur. Les traitements hormonaux, c'est-à-dire la pilule essentiellement pour simplifier, est efficace sur la douleur même s'il n'y a pas d'endométriose. Ça veut dire qu'il y a probablement des récepteurs hormonaux sur les nerfs. On va revoir ça juste après. Il nous est très difficile de dire si quand on va opérer une patiente, elle va être totalement soulagée ou peu soulagée. Donc on a un mal fou pour l'instant à avoir des critères de sélection des patientes. Le traitement complet, je parle un peu de chirurgie quand même, est essentiellement et beaucoup chirurgien dépendant, mais il y a aussi un problème de reconnaissance en elle-même de la maladie. On verra quelques photos et ce n'est pas du tout facile de poser un diagnostic, même en chirurgie. Alors j'aime bien ce schéma parce qu'il paraît un peu complexe, surtout pour moi en tant que chirurgien, ce n'est pas du tout l'anatomie auquel je suis habitué. Mais bien sûr que la douleur, elle est au niveau cérébral, c'est-à-dire que c'est un message qui va arriver au niveau du cerveau. Donc ça, c'est quoi que ce soit, ce sera toujours ça. Quand on regarde dans l'endométriose, quels sont les mécanismes de cette stimulation? On appelle ça la nociception. Bon, pour moi, ça comprendre la compression des nerfs pour un chirurgien, pas de souci. Les lésions que je vais opérer, il y a des rétractions, il y a de l'inflammation, donc ça, je comprends bien. Mais il y a d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, par exemple, une néo-innervation. C'est-à-dire que la lésion d'endométriose, elle va comme si elle envoyait un petit messager vers les nerfs et elle leur dit « venez ». Elle envoie du courrier en disant « venez ». Donc ça veut dire que les nerfs, ils vont pousser aussi vers la lésion d'endométriose. Alors bien sûr que si les nerfs poussent vers l'endométriose, ça va augmenter les douleurs. Pareil pour des néovaisseaux. Et ces néovaisseaux, ils ont des nerfs attachés sur leurs parois. Donc ça va augmenter la douleur. On sait que sur certains nerfs qui innervent les lésions d'endométriose, on va avoir des récepteurs aux hormones. Donc les hormones vont être un des moyens, pas non seulement d'arrêter les règles, mais aussi d'être efficaces sur le nerf en lui-même qui crée la nociception. Donc tous ces mécanismes, on voit que ça se complexifie énormément. Les facteurs de croissance des nerfs en eux-mêmes peuvent donner de la nociception. Donc tout commence à vraiment se complexifier. Et à chaque étage de la transmission de l'information. Bien sûr qu'il y a un facteur inflammatoire. On dit souvent que c'est une maladie inflammatoire. Mais elle est essentiellement inflammatoire quand il y a des règles, c'est-à-dire quand elle saigne. Et on voit que ce n'est pas du tout le seul mécanisme. C'est pour ça que notamment les anti-inflammatoires vont être efficaces, mais seulement pendant la crise. Alors après, j'ai mis des noms barbares. C'est juste pour complexifier encore, parce qu'il y a plein encore de petits impliqués
dans le développement et le mécanisme de ces douleurs. Et puis il y a quelque chose, bien sûr, puisque ça finit dans le cerveau, d'extrêmement important, c'est la dimension cognitivo-comportementale. Donc ça va être le vécu de la douleur, tout ce qui va être l'histoire de la patiente, comment elle vit, dans quel stress elle est quand elle a en plus ces douleurs, et puis la notion d'anxiété qui est créée elle-même par la douleur. Mais plus on a d'anxiété, plus on va avoir mal. Donc c'est le serpent qui se mord un petit peu la queue. Et puis ce que je dis souvent, c'est qu'il y a l'effet mémoire de la douleur, c'est-à-dire que ça ne va pas être les mêmes voies qui vont conduire cette douleur, qui vont être impliquées au fur et à mesure de l'installation de la douleur. Et ça, pour un chirurgien, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'il aura beau enlever la lésion que vous voyez là en bas, si les voies de la lésion sont autonomisées, il pourra bien enlever la lésion initiale, ça n'enlèvera pas forcément toute la douleur. Donc ça, si on ne l'a pas compris en tant que chirurgien, on est tout de suite désespéré. Mais c'est juste pour dire que, même si j'enlève toute la lésion, ça ne va pas suffire. Alors la douleur, bien sûr qu'elle est essentielle dans son évaluation, puisque c'est ça qui va nous pousser à la prise en charge des patients. Alors, c'est juste pour dire qu'on travaille depuis longtemps dessus. On avait publié un article où on avait reviewé quasiment 700 articles pour évaluer cette douleur. Alors il y a énormément d'échelles qui sont utilisées, plein de grandes écoles qui ont décrit leur propre évaluation de la douleur, mais ce dont on se rend compte, c'est que finalement, si on évalue la douleur de 0 à 10, c'est déjà très bien, alors qu'on utilise une petite réglette ou qu'on demande à la patiente de classifier sa douleur de 0 à 10, on fait déjà très bien. Donc finalement, c'est pas mal, c'est pas si mal que ça, parce que finalement, c'est assez facile d'évaluer la douleur. Alors il y a vraiment une triade de la douleur dans l'endométriose, c'est la dysménorrhée, c'est la douleur pendant les règles, c'est sa définition. La dyspareunie profonde, donc c'est les douleurs profondes pendant les rapports. Et puis il y a la douleur pelvienne chronique, donc c'est la douleur du petit bassin, le pelvis c'est le petit bassin, mais qui arrive en dehors des règles. Donc on a ces trois types de douleurs qu'il faut absolument qu'on puisse codifier de 0 à 10, qui nous donne un bon suivi et puis qui nous donne le principe des douleurs dans la maladie, c'est cette triade de douleurs. Alors après, il y a plein de douleurs qui sont associées dans l'endométriose qu'il faut qu'on recherche. La dyschésie, c'est la douleur quand on va à la selle, les douleurs urinaires, donc quand on va uriner, les scapulalgies, c'est les douleurs droites qui arrivent quand il y a une endométriose au niveau du diaphragme, donc ça on les retrouve aussi, ces douleurs. Les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau des nerfs sciatiques. Donc ce que j'ai rajouté, vous voyez, à chaque type de douleur, c'est le fait qu'elle soit cyclique. Parce que ça c'est vraiment un gros marqueur qui nous oriente vers une douleur qui est due à l'endométriose. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai montré au départ, c'est la sécrétion hormonale qui va faire saigner ces lésions et qui va entraîner les douleurs. Donc c'est pour ça qu'elles sont cycliques. Donc vraiment, ce facteur cyclique est extrêmement important. Mais il faut bien sûr poser la question. Douleur neuropathique, et puis ce qu'on appelle le syndrome douloureux pelvien chronique, qui est probablement aussi quelque chose d'extrêmement difficile pour un chirurgien, puisqu'il n'y a que peu ou pas du tout d'emprise sur ce syndrome douloureux. Alors j'ai quand même mis la définition, parce que dans la définition du syndrome douloureux pelvien chronique, il y a la conventionnelle médicaux et chirurgicaux. Donc ça veut dire que si on fait appel uniquement à la médecine conventionnelle, aux traitements hormonaux ou antalgiques, ou au traitement chirurgical, on ne va pas y arriver. Parce que de toute façon, par définition, ça ne marche pas. Même chose, syndrome dépressif réactionnel, donc il y a forcément de l'anxiété et tout ça, ça doit être évalué. Alors on évalue la douleur aussi par la réponse au premier traitement. Le premier traitement, c'est souvent un traitement hormonal, même si je sais qu'actuellement il y a plutôt un mouvement anti-hormones. Ce traitement hormonal nous permet quand même d'avancer notamment dans le diagnostic. Si on prend toutes les femmes qui ont des douleurs pendant les règles, c'est près de 45 à 50% de la population. Donc évidemment,
un gynécologue spécialisé en endométriose ne peut pas voir 50% de la population. Ce n'est pas possible. Même si on prend que les douleurs sévères, ça va être 25% de la population. Encore une fois, ce n'est pas possible de voir 25% de la population. Mais par contre, si on sélectionne et qu'on donne déjà un traitement hormonal et un traitement antalgique, là, on va sélectionner et on diminue l'entonnoir et on permet qu'après, ces patientes puissent voir le bon spécialiste au bon moment. Avantage pour le spécialiste, c'est, je suis désolé, je l'ai laissé en anglais, mais peu importe, c'est que quand même le type de douleur que les patientes vont nous décrire oriente vers une localisation anatomique. Autant des fois pas de localisation ou très peu de localisation, grosse douleur ou pas de douleur et grosse localisation, autant le type de douleur par contre nous oriente sur une localisation anatomique spécifique au niveau du petit bassin. L'ancienneté des symptômes est aussi très important. Ça, c'est une étude qu'on avait fait dans le service, mais vous voyez que c'est classé par stade, mais j'aime pas beaucoup cette classification par stade parce qu'elle décrit pas bien les spécificités de chaque endométriose. Peu importe, mais vous voyez le délai dans le diagnostic du stade 1 au stade 5. Alors bien sûr, on se dit qu'il y a quand même une évolution continue de cette maladie, même si ce n'est pas forcément vrai en pratique. Mais vous voyez le délai dans le diagnostic jusqu'à 14 ans pour le stade 5. Donc un retard majeur dans le diagnostic. Bien sûr qu'il faut évoquer l'infertilité, parce qu'elle a un impact aussi sur le vécu des douleurs, parce qu'à chaque fois qu'une patiente a mal et puis qu'elle est infertile, ça lui rappelle son infertilité, ça lui rappelle sa douleur. Donc tout est lié, évidemment. Alors il y a une notion extrêmement importante aussi dans l'évaluation de la douleur, c'est l'évaluation de la qualité de vie. Alors, à Clermont-Ferrand, on a publié il n'y a pas longtemps une échelle de qualité de vie, c'est-à-dire la version française de l'échelle de la qualité de vie qui est spécifique de l'endométriose, qui est le HP30. Alors qu'on n'utilise pas forcément systématiquement en pratique, mais qui permet de donner une bonne idée des questions qu'il doit poser. Parce que dans l'évaluation de cette douleur, ce qui est extrêmement important, ça va être l'impact social de cette douleur, c'est-à-dire les arrêts de travail, le retentissement sur le fait que la patiente annule la soirée entre copines ou la soirée en couple, tout ce retentissement social qui est essentiel dans la prise en charge de la douleur. Alors, on avait fait avec l'association EndoFrance cette étude, on avait utilisé Facebook et puis on avait comparé deux échelles de la douleur pour valider justement cette EHP30. Peu importe sur la démarche scientifique. J'ai quand même voulu garder 2-3 notions qu'on a retrouvées dans cette étude. En vert clair, vous avez la qualité de vie des femmes entre 25 et 44 ans, normales entre guillemets. C'est-à-dire que vous prenez un panel non sélectionné. Et puis vous avez devant ce qu'on a trouvé, nous, sur les patientes endométriosiques. Donc plus les scores sont élevés, meilleure est votre qualité de vie. Donc vous voyez, alors c'est des patientes bien sûr impliquées dans l'association EndoFrance, donc qui ont souvent une maladie plus sévère, ou en tout cas il peut y avoir un biais de sélection. Mais vous voyez l'impact sur la qualité de vie chez les patientes endométriosiques, qui est bien inférieure à celle des femmes du même âge qui n'ont pas cette maladie-là. Et aussi de recueillir tous les témoignages. Ce qui n'avait jamais été fait, on a essayé de classifier un petit peu ces témoignages. Ces témoignages, vous le voyez partout sur les blogs de l'endométriose, c'est des choses tout à fait classiques, mais c'est la même histoire que ce qu'on a vu au départ. Donc avec les mêmes revendications sur le fait que la douleur n'est pas prise en charge, qu'elle n'est pas respectée, que ce soit par l'entourage, par le corps médical, par les spécialistes. Donc c'est extrêmement fréquemment la même histoire. Et puis on a essayé de comparer ça par rapport aux échelles de qualité de vie. Tout ce qui est échelle de qualité de vie, vous voyez, c'est SF36, EHP30. Et vous voyez tous les ronds qui sont à côté, c'est ceux qu'on ne prend pas encore en compte de manière systématique dans la prise en charge de nos patientes. Ça veut dire qu'il y a encore plein de choses qui sont très importantes pour nos patientes qu'on ne prend pas encore assez en compte. C'est juste que c'est dans la piste de réflexion de notre analyse sur la prise en charge. Alors on a évalué la douleur, on a évalué la qualité de vie, mais pour l'instant je n'ai pas parlé de diagnostic d'endométriose. C'est-à-dire que là, on en est au tout début de la démarche. Je ne sais pas encore si la patiente a une endométriose. Alors ça, c'est l'examen clinique gynécologique. C'est tout à fait basique, mais c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que c'est une photo qui est prise
là, vous voyez, avec un spéculum, donc c'est l'outil qu'on utilise pour exposer la muqueuse du vagin. Puis vous voyez ces lésions là qui sont des petits nodules bleutés. Ils se voient à l'examen clinique, donc un examen qui coûte rien du tout. Et des fois, on voit des patientes suivies pendant 10, 15, 20 ans qui arrivent avec ces lésions toutes simples en arrière du col de l'utérus. Mais parce qu'il y a un défaut de formation des professionnels sur ce type de maladie. Et en 2 minutes, on a répondu à la patiente, mais je suis sûr que vous avez un nodule d'endométriose. Je suis sûr que c'est ça. Rien qu'avec cet examen-là. Et ça, c'est du quotidien. Puis avec l'examen, ce qu'on appelle le toucher vaginal, on arrive aussi très bien, au moins, à évaluer certaines lésions profondes d'endométriose. Un autre facteur extrêmement important, c'est la réalisation d'examens complémentaires. Alors on sait que l'échographie qu'on fait par voie, ce qu'on appelle endovaginale, par le vagin, sont très bien pour dépister les kystes endométriosiques. Si on veut aller plus loin, ce qui est absolument sûr, c'est que si le radiologue n'est pas formé à l'endométriose, la fiabilité de l'examen complémentaire est vraiment à remettre en cause, que ce soit un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas le tout de faire une IRM, ce n'est pas le tout de faire un examen complémentaire, mais s'il n'est pas fait par la bonne personne au bon endroit, il n'a probablement que très peu de valeur. Alors l'IRM, on peut le relire dans un autre centre, c'est ça l'avantage de l'IRM. Mais un IRM demandé comme ça à tout venant, ça peut être tout à fait faussement rassurant ou faussement inquiétant. C'est juste pour réfléchir sur, encore une fois, la démarche à avoir devant ces douleurs. Alors, je vais passer très vite, mais on a écrit à Clermont-Ferrand ce chapitre sur les recommandations, les guidelines, donc les recommandations de prise en charge de l'endométriose en France. Et puis ce qu'on dit très largement, c'est qu'il faut d'abord débuter par un traitement médical avant de lancer toute une batterie d'examens complémentaires. Je vais aller très vite parce que je ne suis pas là pour détailler les traitements antalgiques, mais bien sûr que c'est une association à la fois du traitement hormonal, on l'a vu qu'il agissait directement sur les nerfs, donc c'est le traitement de premier recours, les anti-inflammatoires, le paracétamol, les antidépresseurs, le tramadol, l'acupan, il y a des armes thérapeutiques à adapter à chaque patient. Alors de l'évaluation quand même à l'espoir, parce que on a quand même les armes chirurgicales. J'en reviens quand même au principe de mon métier, mais vous voyez là les résultats qu'on a, ça c'est sur près de 1000 patientes opérées essentiellement dans notre centre et puis dans les centres aux alentours en Auvergne. Et ça c'est, vous voyez les scores de la douleur. Vous vous rappelez ce dont on a parlé, de 0 à 10. Donc vous voyez le départ, le T0 c'est le jour de la chirurgie, ou la veille de la chirurgie. Et puis après vous avez l'évolution au cours du suivi, vous voyez à 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on a quand même un message de grande efficacité de la chirurgie. Alors bien sûr que ça c'est des moyennes. Bien sûr qu'une patiente elle peut avoir des douleurs qui vont augmenter. Mais vous voyez que quand même en moyenne on a un effet extrêmement important sur la douleur. Ça, c'est l'effet sur la qualité de vie, sur ces mêmes patientes, près de 1000 patientes, où on a une amélioration de la qualité de vie. Donc, on a quand même... Alors, c'est la corrélation de la chirurgie et de la médecine. Je vais aller très vite parce qu'on n'a pas forcément beaucoup le temps, mais à Clermont-Ferrand, il y a un historique important de chirurgie mini-invasive et de prise en charge de ces douleurs et une expertise vraiment dans ce domaine-là. C'est juste pour vous montrer, voilà comment ça peut être quand on rentre dans un ventre qui a de l'endométriose. Donc vous vous rappelez les petites vidéos là au départ où tout est joli, tout est bien propre, et puis ça c'est l'utérus là en avant, ça c'est le rectum. Donc là vous voyez toutes ces adhérences, toutes ces lésions, tout cet aspect qui est extrêmement variable et qui change totalement l'anatomie. Bon, mais si on en revient à ce qu'on a dit au départ, ok la chirurgie ça marche, mais revenons à tous les mécanismes. Bien évidemment que en tant que chirurgien, moi je vais jouer que sur ces premiers mécanismes et pas les autres encore une fois. Donc, effectivement, les mécanismes sont complexes. Il y a des patientes qu'on ne doit pas, il y a des patientes chez qui il faut associer le traitement médical de façon quasi systématique. Et puis, il faut une prise en charge globale.
Alors c'est souvent beaucoup plus difficile qu'à faire en pratique. Hop. J'ai mis exprès un petit peu de tout ce qu'on peut offrir actuellement et sur lequel le chirurgien est obligé de s'impliquer dans cette prise en charge. Que ce soit l'activité physique, par exemple, au CHU Estaing, il y a une coach sportive qui est dédiée, ou en tout cas dont une partie de l'activité est dédiée à la prise en charge des patientes endométriosiques. Bien sûr que l'hypnose, elle agit sur le cerveau, donc elle va agir sur la perception de la douleur. Bien sûr que la psychothérapie a un rôle majeur à jouer. La neurostimulation, l'acupuncture, la fasciathérapie, la kinésithérapie, l'aromathérapie. Alors il est très difficile pour nous de classifier de façon scientifique qu'est-ce qui va être le mieux. Mais on a déjà des échelles de l'anxiété, des échelles d'évaluation du stress qui nous permettent d'orienter bien les patientes. Mais les données scientifiques les plus importantes, elles sont avec les herbes chinoises. Parce que les Chinois ont beaucoup publié sur les herbes chinoises. Mais sur des herbes chinoises qu'on ne retrouve pas. Mais c'est pour dire que on est obligé à l'heure actuelle d'intégrer toutes ces données dans la prise en charge de nos patientes. Alors, bien sûr qu'il va falloir associer tout le monde. Le gynécologue spécialiste, le spécialiste de l'infertilité, le chirurgien spécialisé, le spécialiste de la douleur, le spécialiste de la neuropelvinéologie, l'anesthésiste, mais aussi l'acupuncture, l'ostéopathe, le fasciathérapeute, le coach sportif, le psychologue, le psychiatre. Alors ça fait beaucoup de monde tout ça. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le développement des centres experts d'endométriose en France. Puis c'est ce qu'on est en train d'essayer de monter en pratique dans notre service. Et puis, il y a les associations de patientes que j'ai mis là aussi, qui ont vraiment leur rôle à jouer dans cette prise en charge multidisciplinaire, la sexologue aussi, tous les acteurs de la prise en charge de nos patientes. Alors juste pour vous dire qu'on est quand même un peu open mind en chirurgie à Clermont. On a monté avec le service de neurologie, par exemple, un essai sur la stimulation transcrânienne dans la prise en charge des douleurs. Donc on essaye, nous aussi, de trouver hors chirurgie à ces douleurs chroniques. Donc, a priori, on a un message d'espoir de prise en charge de cette douleur. Rien n'est parfait comme à chaque fois dans la douleur. Mais on a des armes chirurgicales, on a des charges médicales. Il faut y associer, bien sûr, une prise en charge multidisciplinaire qui doit être organisée. Il faut être capable de faire, comme disent les anglo-saxons, je vais y arriver, de voir out of the box, c'est-à-dire être capable d'intégrer des nouvelles thérapeutiques et des façons d'approcher la douleur et la maladie auxquelles on n'aurait pas pensé. Patiente au centre et essayer d'oublier le côté très chirurgien centré des fois dans certaines prises en charge. Mais la patiente, ça veut dire qu'elle a un rôle essentiel aussi à jouer dans la prise en charge parce qu'elle est au centre, mais elle doit devenir actrice aussi de sa prise en charge. C'est-à-dire que la prise en charge par le coaching sportif ou d'autres activités, elle doit aussi venir de la patiente elle-même. On est là pour accompagner les gens sur un chemin, sur le chemin de la guérison et de la prise en charge. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Et un praticien ne peut pas le faire tout seul également dans son coin. D'augmenter cet esprit d'équipe avec les patientes pour essayer d'intégrer tous les moyens de traitement de la douleur qu'on a actuellement dans l'endométriose. Voilà, merci. Oui, vous avez pour les questions, mais les questions, il fera à la fin. Oui, bien sûr. Vous avez des petits papiers, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur les petits papiers, nous les faire passer, et on répondra aux questions à la fin des deux interventions. On va maintenant passer la parole à Mme Garcia, qui est la représentante d'Endo-France pour l'Auvergne, qui va à la fois nous présenter Endo-France, peu importe. qui va aussi présenter le témoignage de patient, qui, comme l'a dit François Bourdel, il ne faut pas oublier de remettre le patient ou la patiente, en l'occurrence, au centre de la problématique.
Ça va le micro comme ça. Oui, je voulais mettre vos slides du coup. Ouais. Oui, la vidéo, vous sortez du mort. Oui. On commence par la vidéo ? Non. Vous sortez du mort. Ok, donc je vais vous donner là. Voilà, ok, ça marche. Voilà, merci. Ça peut être avant. Oui, d'accord, ça marche. D'accord, ok. Alors bonjour à tous et merci pour votre intérêt et votre présence qui va permettre, j'espère, encore un petit peu de faire connaître l'endométriose et tous les petits désagréments qui vont avec. Alors donc je me présente, Ophélie Garcia, j'ai 36 ans, je suis représentante régionale donc, pour la région Auvergne au sein de l'association EndoFrance. J'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai une endométriose plutôt asymptomatique. J'ai jamais été terrassée particulièrement par des règles quand j'étais adolescente ou ce genre de désordre que peuvent ressentir certaines femmes. Par contre, ça a commencé donc en septembre 2015. J'ai eu, donc c'était après une période de règles, premier jour de la reprise de la pilule, quand même un petit peu mal au ventre. Donc on peut se dire, bon, peut-être que ça a passé difficilement. J'ai, au bout de 4 jours, été où je me tenais un petit peu pliée en deux quand même. C'est une collègue de travail qui m'a pris par la main et qui m'a dit « ça fait 4 jours que tu te tiens pas droite, donc on va chez le premier médecin qu'on trouve dans le premier village, peu importe, mais il faut que tu te fasses examiner ». Par rapport aux douleurs, je pensais que je faisais soit une occlusion intestinale, peut-être un calcul rénal. On va donc chez le médecin, il met de côté donc le diagnostic d'un éventuel calcul ou d'une occlusion. Il m'a tout de suite, j'ai eu assez de chance de tomber sur ce médecin-là. Il a tout de suite été hyper réactif et m'a envoyé donc en urgence passer une échographie. Donc dans la demi-heure qui suivait, j'étais dans la salle d'attente et là aussi j'ai encore eu beaucoup de chance. Le radiologue qui m'a auscultée a tout de suite fait un diagnostic avec une suspicion d'endométriose. Donc là où certaines femmes peuvent passer des années à souffrir, moi finalement, entre le moment où j'ai eu les douleurs et le moment où la première opération, la cœlioscopie exploratrice, pour mettre véritablement un nom sur les mots, il y en a eu pour 15 jours. Donc en l'espace de 15 jours, j'ai été diagnostiquée, j'ai été prise en charge. Suite à cette cœlioscopie, donc il a été mis en avant qu'il y avait les ligaments utérosacrés qui étaient atteints, donc avec le cul-de-sac de Douglas, des nodules, des adhérences qui étaient un petit peu disséminées partout. De là, on a mis en place une contraception quotidienne avec la prise de la pilule tous les jours, donc depuis 3 ans maintenant. Le professeur Bourdelle parlait tout à l'heure donc de la gestion de la douleur. Il est vrai que la prise d'un la gestion de la douleur. Par contre, en ce qui me concerne, ça n'a pas freiné l'évolution de la maladie dans le sens où, 1 an après, lors d'examens de contrôle, il était de nouveau question d'opérer de façon plus conséquente pour enlever donc, les gros nodules qui étaient particulièrement douloureux. Donc le premier chirurgien craignait un petit peu de se coller à cette tâche-là, donc il m'a orientée vers Clermont-Ferrand. Et donc la deuxième opération a quand même duré 3 heures malgré la prise de la pilule. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que, comme on disait tout à l'heure, l'absence de douleur n'est pas forcément en lien avec l'étendue des lésions. Donc la seconde opération a duré 3 heures au CHU Estaing. Que dire ? Depuis, il y a quelques séquelles post-opératoires qui persistent depuis donc maintenant 1 an. J'en ai discuté avec les médecins, ça fait partie des aléas chirurgicaux, thérapeutiques. Il faut vivre avec. Je continue à travailler quand même. J'ai un travail assez physique puisque je suis monitrice d'équitation indépendante. Donc quand il faut monter à cheval, il faut bien, quand il faut travailler les chevaux, il faut y aller. Cependant, il y a quand même des jours où on est impacté psychologiquement et physiquement, et c'est vrai que la fatigue, peut-être on n'est pas toujours de très bonne compagnie quand on est un petit peu souffrante, mais voilà. Ce que je tenais à mettre en avant, c'est que vraiment quand il peut y avoir des dérangements, j'ai envie de dire, quotidiens auxquels on ne fait pas forcément attention, ça peut mettre parfois la puce à l'oreille. Par exemple, quand j'en ai discuté par la suite avec les chirurgiens,
Les choses qui étaient vraiment révélatrices, c'était donc les troubles digestifs au moment des règles. Mais quand on n'est pas au courant, on se fait une raison, on se dit faut peut-être que j'arrête de manger du chocolat et ça ira mieux. Mais non, c'est pas aussi simple. Et donc voilà, à chaque fois, j'encourage, dès que je peux parler à des personnes, écoutez vos petites cousines, les copines des enfants, les petites sœurs. Quand il y a mal au ventre, il faut pas banaliser ces dires et ces douleurs. Et voilà, ça mérite qu'on se penche sur la question quand on connaît les conséquences qui peuvent impacter sur la fertilité, etc. En termes de la gestion de la douleur aussi, donc je vois une psy et je parle de la douleur et de la maladie en elle-même, pour la simple et bonne raison que j'ai mis énormément de mal à accepter la deuxième opération. Je comprenais pas déjà pourquoi, du jour au lendemain, on me disait « vous avez une maladie chronique » alors que je n'étais pas du tout terrassée par des douleurs comme peuvent l'être d'autres femmes. Et j'ai eu encore plus de mal quand un an après, on m'a dit « malgré la contraception continue, il y a une évolution et il faut réopérer ». Là-dessus, j'étais complètement démunie et voilà, j'ai mis clairement un an avant de dire au professeur Canis « très bien, on y va et on opère ». Donc ça, c'était pour faire ma petite présentation personnelle. Je vais juste ensuite... C'est parti. Marine, au secours. Alors, je vais juste vous adresser quelques mots au sujet donc, de l'association. Je mets sur pause pour... Oui, mais pour mettre sur pause. Ah, d'accord. Bon. Tout va bien, tout est sous contrôle. Elle a été créée donc en 2001 et l'association, ça c'est une grande victoire et une grande fierté pour nous, bénéficie depuis quelques semaines de l'agrément national des usagers du système de santé. Donc c'est un agrément qui est délivré par le ministère de la Santé et il signifie que le comité administratif d'Endo-France a désormais la possibilité de représenter les patientes pendant des commissions et des groupes de travail dans les services hospitaliers et à plus grande échelle dans les instances ministérielles. Ça aussi, c'est une grande victoire pour nous puisqu'on espère pouvoir toucher encore un maximum de monde et de faire avancer les choses. Composé de 60 bénévoles qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire français, outre-mer compris. Et il y a donc également 30 médecins qui font partie du réseau. En ce qui concerne donc les actions d'Endo-France, un gros point est mis en avant au sujet du financement des projets de recherche. Tous les ans, il y a environ 60 000 € qui sont distribués, et ce qui fait que l'association est vraiment un petit peu... elle est réellement impliquée rapport aux congrès médicaux, à la présence qu'on affiche le plus souvent possible. Et on a cette fierté-là de se dire on est acteur finalement dans l'évolution, aussi petite soit-elle à notre échelle, pour faire évoluer les choses. Depuis 2013, le travail est en cours avec des équipes ministérielles afin de mettre en place des centres de gestion, des centres experts de diagnostic et de prise en charge. En 2016 à Rouen et au CHU avec le soutien donc toujours d'Endo-France. Et à Montpellier également, il a été mis en place le premier programme spécifique sur l'endométriose qui existe depuis donc 2016. Ensuite, en termes de communication, l'association a la chance d'avoir pour marraine et pour soutien du coup une comédienne. Donc pour les fans de Plus belle la vie, il s'agit de Laetitia Milo, qui est elle aussi atteinte d'endométriose et qui est donc, pour donner quand même une petite note d'espoir, maman depuis peu. Donc elle s'est réellement impliquée, elle contribue au financement des projets de recherche et utilise son image de façon à donner plus de visibilité à nos actions et à ce qu'un maximum de monde puisse encore une fois entendre parler de cette pathologie.
Il y a également un livre qui a été édité en 2018 qui a pour titre « Les idées reçues de l'endométriose », sur l'endométriose, pardon, qui a été dirigé donc par le professeur Chaperon et notre présidente d'association Yasmine Kando. C'est un petit livre de poche qui est vraiment accessible, c'est de la vulgarisation scientifique mais qui est vraiment très intéressante. Il est disponible sur Internet ou on le distribue auprès des adhérentes qui se joignent à l'association. Et aussi, il y a également un spot publicitaire qui a été diffusé, alors en 2016, ça date un petit peu. Il a été diffusé donc sur plusieurs chaînes nationales et je vous invite à le voir maintenant. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique. Elle peut être douloureuse et invalidante au quotidien. En France, entre 3 et 6 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. La plupart d'entre elles connaîtront des problèmes de fertilité. Et pourtant, cette maladie reste mal connue. La douleur est un des symptômes qu'il ne faut pas banaliser. Ensemble, sortons cette maladie de l'ombre. Alors juste pour dire un petit mot sur ce spot, toutes les femmes qui ont participé à la réalisation donc, sont évidemment des patientes et des adhérentes d'EndoFrance. Les fonctions en tant que représentante régionale sont d'être présente au quotidien à travers les échanges que l'on peut avoir avec les patientes qui vont être patientes ou pas d'ailleurs. On a beaucoup de demandes au sujet de douleurs particulières que peuvent percevoir certaines femmes qui ne sont pas forcément entendues par leur médecin s'ils ne sont pas bien formés. On a vraiment un rôle de soutien et d'accompagnement pour leur expliquer de quelle façon il faut procéder avant d'avoir accès à des spécialistes. On a aussi des demandes de conseils pour gérer l'endométriose au quotidien. Il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose que de femmes. Là où un traitement sera efficace pour l'une, ce ne sera pas forcément adéquat pour l'autre. Il faut savoir faire du cas par cas, c'est ce qui rend nos fonctions de représentante régionale et de bénévole intéressantes. Et donc comme dit précédemment, l'association est impliquée donc, auprès des pouvoirs publics. On a également des fonctions en tant qu'organisatrice sur la région, pour organiser des rencontres amicales qui permettent déjà d'avoir un temps de parole un petit peu en comité restreint, j'ai envie de dire, ce qui permet aux femmes finalement de se livrer sans avoir peur d'être des chochottes, comme on dit à chaque fois. T'as mal au ventre, c'est normal, t'as tes règles, t'es une fille, serre les dents et puis continue d'avancer. C'est un discours qui revient encore beaucoup, mais voilà, quand je vous disais faites attention aux petites cousines, aux copines, des petites sœurs, etc., voilà, quand il y a de l'absentéisme au travail ou à l'école, c'est vraiment des choses qui doivent un peu mettre la puce à l'oreille et alerter. Donc je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez besoin de renseignements au sujet de l'association, je reste à votre disposition après la conférence. On va déposer sur la table à l'extérieur des flyers avec avec les grandes lignes de l'association, ainsi qu'un bulletin d'adhésion à l'intérieur si vous êtes intéressé. Et encore une fois, de la part d'EndoFrance, je vous remercie pour votre intérêt et votre présence. Voilà, il faut qu'on arrive à faire avancer les choses. Merci. Ah non, pardon. Non, je le garde. Non, je le garde. Pardon, je suis partie avec le micro. Bon, c'est pas grave. Elle pique le matos. Mettez-vous tous les deux. Et le chef. Vous allez vous mettre un fauteuil. Pas que celui-là.
Alors j'ai récupéré, je parle sans micro, mais je parle avec le micro qui est connecté. J'ai récupéré toute une série de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les faire, mais j'ai essayé de les regrouper. Peut-être certains d'entre vous seront un peu frustrés, mais vous pourrez toujours accaparer un des intervenants avant qu'il ne s'échappe, hein, évidemment, bien sûr, pour qu'il réponde à ces questions. Ce que je vais faire pour des raisons de diffusion, c'est qu'on doit se promener avec un petit micro comme ça, et je vais vous le passer pour répondre à ces questions. Alors j'ai toute une série de questions qui font suite à à l'intervention du professeur Bourdelle. Ce que je propose, c'est que j'ai voulu quasiment toutes les garder, mais je propose qu'on fasse des questions-réponses très courtes, 30 secondes. Tu ne t'y attendais pas à celle-là, hein? C'est un défi supplémentaire. Alors je te donne ce micro-là aussi parce qu'on en a besoin. Alors première question. Pourquoi appelle-t-on ça des lésions d'endométriose? Pourquoi pas? Merci. Non, mais je comprends Le bien. terme lésion. C'est que normalement, il n'y a pas ce type d'histologie, c'est-à-dire les cellules, elles ne sont pas à cet endroit-là, donc c'est quelque chose qui est anormal. Lésion parce qu'il y a le tissu autour qui est abîmé, donc il y a une lésion du tissu autour. Il y a la lésion d'endométriose et puis la lésion du tissu autour. Et ces lésions sont-elles irréversibles si elles ne sont pas traitées? Alors, clairement, par le traitement médical, on ne pourra pas enlever ces lésions parce qu'il y a ce qu'on appelle des fibroblastes, donc des rétractions qui sont installées et sur lesquelles il est très difficile d'avoir un accès par le médicament, en tout cas sur les thérapies actuelles. Et là, la plupart du temps, il va falloir les enlever chirurgicalement. Sinon, elles persistent automatiquement. Sinon, elles persistent, mais elles ne font pas forcément mal, encore une fois, puisque la plupart des femmes ménopausées n'ont plus de douleur due à leur endométriose. Y a-t-il un lien entre endométriose et fatigue chronique? Il y a un lien entre toute douleur chronique et fatigue chronique. Donc, quel est c'est le serpent qui se mord la queue. Plus on a mal, moins on est actif. Moins on est actif, plus on va être fatigué. Plus on va être fatigué, plus on va être anxieux et plus on va avoir mal. Donc, c'est sans fin dans ce cas-là. Alors, deux questions, c'est la même, je vais la regrouper, mais aux chirurgiens. Pourquoi est-ce qu'il y a des patients que vous ne pouvez pas opérer, ou y a-t-il des contre-indications justement qui vous permettent pas d'opérer certaines patients? Alors techniquement, on arrive à opérer à peu près tout, mais c'est pas parce qu'on arrive techniquement à le faire qu'il faut le faire. C'est-à-dire que les patientes qui ont été multi-opérées, par exemple, ça devient extrêmement dangereux d'opérer. Il y a des patientes chez qui il faut s'orienter aussi, chez qui c'est plutôt l'infertilité d'une chirurgie en elle-même. Et puis il y a le syndrome douloureux pelvien chronique sur lequel la chirurgie ne fait rien, parce que la douleur elle est autonomisée. Donc ça ne sert à rien que j'enlève la lésion. Deux questions là aussi qui sont très proches sur une notion d'hérédité. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Est-ce qu'on peut la transmettre de mère à fille? Ce qu'on retrouve dans les données scientifiques, c'est qu'une fille de mère qui a de l'endométriose a un peu plus de chances que la population générale d'avoir de l'endométriose. Pourquoi? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, on n'a pas trouvé de gène ou de prédisposition, mais on sait que oui, c'est un facteur de risque. Alors là, c'est une question qui nous dit, en cas de non-diagnostic d'une patiente atteinte d'endométriose, quels sont les risques en termes d'évolution? Alors, il y a probablement des patientes qu'on découvre alors que l'évolution a ralenti ou s'est un peu stoppée. Il y a des patientes qu'on découvre pendant la phase d'évolution, donc c'est difficile de répondre. Est-ce que votre endométriose va forcément évoluer? Probablement sous traitement médical, en tout cas, on a très peu d'évolution, et puis c'est des données qui vont paraître là bientôt au niveau scientifique. Après hystérectomie, avec conservation des ovaires, est-ce que l'endométriose peut encore progresser, évoluer? En fait, l'hystérectomie en soi n'a aucun intérêt dans l'endométriose. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'utérus soit là où il y a la maladie. C'est-à-dire qu'on peut enlever l'utérus et laisser ce qu'on appelle un très gros nodule sur le rectum. Ce qu'on voit malheureusement des fois. Donc les patientes, elles vont continuer à avoir mal.
Donc on sait que quand on enlève l'utérus, c'est souvent un petit peu mieux en termes de risque de récidive, mais des fois, l'utérus a été enlevé, mais toute la maladie est restée. Et malheureusement, on le voit. Et je rebondis là-dessus, ce tissu, ces lésions qui sont du tissu qui n'est pas situé au bon endroit, en elles-mêmes, ces lésions, si on enlève l'utérus, elles peuvent essaimer, elles peuvent aller aboutir aussi à des nouvelles lésions. Essaimer peut-être pas, mais en tout cas avoir leur propre évolution, ça c'est sûr, en dehors de l'utérus, puisque c'est plus le fait qu'il y ait la sécrétion au niveau des ovaires que l'utérus en lui-même. Une question en lien avec les rapports sexuels, est-ce qu'il y a des moyens pour diminuer les douleurs, ces fameuses dyspareunies qui avaient été évoquées parmi une sorte de triade assez pathognomonique des douleurs de l'endométriose? Est-ce qu'il y a des moyens pour essayer de permettre de continuer à avoir des rapports moins douloureux? Alors, ce qu'on a de plus efficace, c'est quand même la chirurgie. Mais après la chirurgie, il y a des fois où on garde des douleurs, mais comme on peut avoir une douleur sur une cicatrice quand on est opéré au niveau d'un genou. Donc là, il existe d'autres moyens, des infiltrations locales, des massages locaux. Donc voilà, il y a encore une fois, c'est multidisciplinaire, l'intervention d'un sexologue, parce qu'il y a eu une anxiété majeure, donc les rapports de toute façon créent une anxiété. Donc tout n'est pas de choses. Est-ce que les contraceptions, les différentes contraceptions peuvent endormir l'endométriose, ralentir sa progression? Alors, ce n'est pas forcément la contraception, mais probablement que le fait de ne pas avoir de règles diminue ou arrête l'évolution de l'endométriose. Alors, c'est très controversé, mais on est plusieurs équipes à travailler là-dessus et on a de plus en plus de données qui montrent que quand on n'a pas de règles, donc un traitement qui arrête les règles, quand même, on a très peu de chances que l'endométriose évolue. Mais c'est encore une fois patient dépendante. Ce n'est pas une règle à appliquer à tout le monde non plus. On a une question sur un dispositif qui s'appelle Livia, qui est un boîtier qui était censé donc, diminuer les douleurs liées aux règles. Et donc la question qui était posée, c'est est-ce que ce dispositif, Livia, pourrait permettre de diminuer ces douleurs liées soit aux règles, soit à l'endométriose? Alors, je ne connais pas le dispositif Livia, non, mais peut-être quelqu'un va nous dire ce que c'est, quoi. C'est un petit boîtier, en fait, avec 2 électrodes Oui. qu'on place sur les ovaires et qui est censé bloquer le message de la douleur, en fait. Oui. Alors, il y a quand même... Oui, bien sûr, ouais. Non, mais moi, je suis pas du tout opposé à... Si ça marche, très bien, quoi. C'est-à-dire, bien évidemment que si ça marche... Ça marche sur les règles. Est-ce que ça marche sur l'endométriose? Alors, ça va pas... C'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, comme la stimulation neuronale qu'on utilise très largement dans la douleur, on peut imaginer que cette stimulation puisse avoir un effet. Pas de souci. Que ça bloque l'évolution de l'endométriose, non. Ça, clairement, non. Ça cache le message de douleur, mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais comme la bouillotte d'eau chaude marche, c'est pas... Voilà, je veux dire, ça marche, d'accord? Donc si ça marche, très bien. Avec quand même pas beaucoup d'effets secondaires, donc très bien. Parfait. Si on stoppe les règles, oui, si on stoppe les règles, est-ce que cela suffit à arrêter l'évolution de la maladie? Alors, je l'ai déjà dit dans les questions d'avant, mais souvent, quand même, chez la majorité des patientes, le fait de stopper des règles a de grandes chances de stopper l'évolution de la maladie. Ophélie va peut-être me dire un petit peu autre chose. Mais dans les données qu'on a, clairement, ça arrête l'évolution des lésions importantes. Après, savoir si toutes les lésions ont été enlevées à chaque fois, ça c'est autre chose, bien évidemment. Mais souvent, le traitement avec sans règles arrête l'évolution et les lésions étaient déjà là avant. Puis j'ai une dernière question qui nous parle d'adénomiose. Et donc, peut-être il faut expliquer la différence entre adénomiose et endométriose. Est-ce qu'on peut avoir l'un sans l'autre, ou est-ce que les deux vont de pair? Et du coup, en termes de prise en charge, notamment chirurgicale, que fait-on? Alors, l'adénomiose, c'est l'endométriose, mais qui est à l'intérieur du muscle utérin, donc dans la paroi de l'utérus. Il y a beaucoup de formes différentes d'adénomiose. Il y a ce qu'on appelle l'adénomiome, qui forme comme un kyste, qui là techniquement est opérable, même si c'est pas du tout facile à repérer parce qu'on est dans un organe au travers duquel on ne voit pas.
Alors là, on utilise, nous, des moyens de réalité augmentée, par exemple, qui nous aident en chirurgie. Et puis, il y a l'adénomyose diffuse, qui atteint de façon beaucoup plus diffuse l'utérus. Et là, techniquement, ça commence à être beaucoup plus compliqué d'opérer. Et là, mais on sait que le traitement médical peut aider dans ce type de pathologie. Et puis, on a l'adénomyose qu'on appelle externe, qui est en fait l'atteinte externe sur la superficie de l'utérus. Et ça, on arrive à le traiter beaucoup plus facilement chirurgicalement. Merci. Moi, j'ai une question. Merci pour cette série de questions, ce quiz. Il y a d'autres questions qui arrivent. J'avais une question pour le professeur Échalier. Ah. Oui. Quand je me pose des questions, j'ai peur. Oui. Une question sur les effets indésirables. Que faire lorsque les effets indésirables sont plus importants que l'effet antalgique d'un médicament? Par exemple, j'ai frôlé l'occlusion intestinale avec de la morphine. Ou par exemple le prurite et démangeaisons avec l'oxycodone. Les opiacés sont-elles une bonne indication dans cette pathologie-là? On ne va pas parler de l'indication. Tout médecin qui fait une prescription médicamenteuse doit s'interroger sur le rapport bénéfice-risque de sa prescription. C'est le préalable à toute rédaction, ou au fait d'apposer un médicament sur une ordonnance. Donc c'est ce ratio bénéfice-risque qui doit être apprécié par le prescripteur et qui, in fine, doit être apprécié aussi par le patient. Si le patient rapporte qu'il a des prurites importants avec la morphine, ça arrive, c'est décrit, c'est pas l'effet indésirable le plus fréquent, ben ça interroge sur le maintien de la prescription de morphine. Après, on ne peut pas répondre sur la justification ou non de la prescription de morphine en l'occurrence, mais voilà, moi je réponds de façon un peu générique en disant qu'on doit prendre en compte le ratio bénéfice-risque. Il existe peu de médicaments, pour pas dire pas de médicaments, qui sont dénués d'effets indésirables. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que lorsqu'ils sont dénués d'effets indésirables, on peut remettre en question leur efficacité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais sinon vous pouvez interroger le professeur Autier sur la morphine. Bon, c'est moi qui pose les questions ce soir. D'autres questions, peut-être pour le professeur Bourdelle. Y a-t-il un lien entre rhumatisme chronique inflammatoire et endométriose? Est-ce qu'il y a un lien connu? Non, on n'a pas de lien connu. On peut retrouver parfois des notions d'anticorps communs ou ce qu'on appelle des puces génétiques. On peut trouver des profils de gens qui peuvent avoir les mêmes choses, mais pour l'instant, on n'a pas de lien. Alors peut-être qu'on en trouvera un dans le futur, mais pour l'instant, on n'en a pas. C'est pas une maladie inflammatoire? C'est pas si facile que ça. On ne défend pas forcément cette théorie de l'inflammation, mais vous avez vu que les anti-inflammatoires, par exemple, ne marchent que pendant les règles où il y a une inflammation. L'inflammation, elle va générer les réactions autour. Mais ce n'est pas le principe au départ. Donc oui, ça peut être classifié comme maladie chronique ou inflammatoire, mais on n'a pas encore les mécanismes de développement complets. Donc c'est probablement à part et en dehors de ça. Et que pensez-vous du traitement de l'endométriose par ultrasons, qui est un traitement qui, semble-t-il, est mis en place à Lyon? Oui. Pour l'instant, il y a 10 patientes qui en ont bénéficié. Donc, il y a eu beaucoup de tapage médiatique. Ça a même fait poser des questions, nous, on est organisé en collège des gynécologues, de savoir, même si on pouvait à la limite passer ce genre de message, alors que le nombre de données est aussi peu importante, mais on ne peut pas dire aux gens, il y a un traitement qui marche quand il a été essayé sur 10 patientes. Bien évidemment que c'est un espoir, bien évidemment, mais pour l'instant, ce n'est pas une application clinique courante. Mais bien sûr que ce genre de méthode de traitement, il va falloir le développer dans l'avenir. Mais voilà, pour l'instant, ça fait partie de la recherche, pas de la pratique clinique. Alors si je combine plusieurs questions, en fait, les traitements, ils ont été évoqués, mais un peu
en vrac, j'ai envie de dire, pas du tout hiérarchisé. D'un point de vue traitement pharmacologique, médicaments, comment on stratifie les différents médicaments? Première intention, deuxième intention, qu'est-ce qu'on propose aux patientes? Dans les recommandations qu'on a écrites, on a proposé quand même le traitement hormonal comme traitement de premier recours parce que c'est aussi comme un test diagnostique. Donc ça permet non seulement d'être extrêmement efficace, donc de soulager les gens tout de suite, parce qu'on ne peut pas faire un IRM à tout le monde tout de suite dans les 24 heures, on ne peut pas opérer tout le monde dans les 24 heures, donc ça permet de soulager les gens, c'est quand même ça qu'il faut faire en premier. Puis après, on va augmenter dans les paliers de prise en charge des antalgiques suivant le type de douleur, type plutôt neuropathique ou douleur plutôt pendant les règles, on va utiliser des anti-inflammatoires. Et pour rebondir sur les opiacés, probablement que les opiacés sont un très mauvais médicament dans l'endométriose, même s'il y a des fois on est un peu contraint de l'utiliser. Dernière intention, du coup, un peu les opiacés. Voilà, mais c'est pas facile de changer les pratiques médicales sur les Bien opiacés, sûr, mais tu bien le sûr. sais bien. Bien sûr. Et avez-vous des expériences concernant l'usage du cannabis à usage thérapeutique? C'est personnel ou c'est pour le... Remarquez là. J'aurais posé une telle question. Non, mais en France, on n'y est pas encore. Il y a d'autres pays où il y a déjà des données sur l'usage du cannabis à visée antalgique dans l'endométriose. Donc, Est-ce que les patientes rapportent, parce que finalement dans d'autres douleurs, ce sont les patients qui nous rapportent cet usage-là, avant même d'avoir eu des études? Peu dans l'endométriose. Peu. Ouais, peu dans l'endométriose. Est-ce que c'est personnalité dépendant? Est-ce que je n'ai pas la réponse, mais peu dans l'endométriose. Ouais. D'accord. Bon, j'ai plus beaucoup de questions. Peut-être. Il y a encore des questions là-bas? Oui. Alors, d'accord. Je vais me promener avec mon petit micro. Moi, je voudrais vous interroger sur le génie prolifératif de ces lésions. À la fois, qu'est-ce qu'il fait qu'elles vont au cerveau, sur le diaphragme ou je ne sais où, premièrement, et deuxièmement, puisque c'est une forme de tumeur, qu'est-ce qu'il en est de génie prolifératif en termes de multiplication cellulaire? Et ça me donne envie de faire référence à la pathologie cancéreuse, où on a la tumeur, et du coup, dans les cycles cellulaires de la tumeur cancéreuse, on a trouvé des cibles thérapeutiques majeures aujourd'hui qui font qu'il y a une évolution importante en cancérologie. Donc à la fois génie prolifératif sur la dissémination et génie prolifératif à l'intérieur même de la lésion. Alors pour l'instant, moi, de faire un parallèle avec le cancer, c'est toujours un petit peu dangereux parce que ça veut dire que mais ça veut dire que quand on compare ça au cancer et on annonce ça à une jeune femme, c'est quand même un sacré coup près, quoi. Donc, mais j'ai bien compris le sens. Le génie prolifératif, l'immense problème, c'est que les lésions cérébrales qui sont extrêmement rares, on ne sait pas bien si c'est les cellules les cellules de l'endomètre qui vont partir et qui vont faire tout le chemin, probablement pas. On pense qu'il y a des cellules pluripotentes qui sont capables sous des mécanismes, c'est-à-dire qui sont stimulées par les hormones et qui vont se différencier en endomètre. Donc c'est très différent du mécanisme qu'on retrouve dans le cancer. Ce qu'on retrouve dans le cancer, c'est que dans le ventre, il y a vraiment des flux qu'on a très bien décrits et qui expliquent les localisations sur le diaphragme. C'est-à-dire que les cellules partent d'en bas et elles vont surtout se localiser sur le diaphragme à droite. Effectivement, on retrouve aussi ça dans le cancer de l'ovaire notamment, où il y a des cellules libres dans le péritoine. Sur les cibles thérapeutiques, que ce soit ce qu'on appelle les anti-angiogéniques, donc j'ai parlé de nouveaux vaisseaux, donc c'est les médicaments qui vont agir sur ces nouveaux vaisseaux. Pourtant, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées, rien ne marche. Donc bien sûr qu'on a évoqué les mêmes pistes thérapeutiques que dans le cancer, mais pour l'instant, non, et ça ne réagit pas bien du tout. Et puis, alors là, en termes de bénéfice-risque, on n'est souvent plus du tout dans des proportions qui sont acceptables chez les patients endométriose. Mais est-ce qu'en termes de recherche, oui, les gens travaillent bien justement sûr sur ces lésions ex vivo
pour essayer de comprendre et trouver des éventuels signes. Tout à fait. Il y a des recherches qui sont les mêmes sur des recherches génétiques, sur des modifications génétiques, des recherches de nouvelles cibles thérapeutiques qui sont tout à fait comparables à celles qu'on a dans le cancer, avec moins de moyens financiers. Donc, qui veut dire moins de moyens, on avance moins vite. Voilà. Donc, bien évidemment que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Merci. J'en profite pour dire à Ophélie que si vous souhaitez rebondir parfois sur des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Mais non, mais justement, c'est pour ça que beaucoup de questions sont orientées vers le professeur Bourdelle, mais effectivement, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un retour, voilà. Il y a deux questions, peut-être que vous pourrez réagir à celle-là d'ailleurs. Une première question, que pensez-vous des cures thermales? Est-ce qu'il y a des cures thermales qui ont une indication connue pour... soit dans le domaine de la gynécologie, pour soulager les douleurs, endométriose ou peut-être plus large d'ailleurs? Alors, j'ai pas expérimenté moi-même parce que je suis un petit peu, j'ai envie de dire, dure à la douleur. J'essaie de gérer avec le moins de médicaments et de facteurs extérieurs possibles. Mais j'ai eu des retours comme quoi il y a des cures qui ciblent l'endométriose. Ou je les ai pas en tête, mais je sais que ça existe en France. D'accord. Je ne sais pas le centre, je ne ferai pas de publicité pour un centre, mais pourquoi pas, je veux dire, si les gens se sentent mieux, il n'y a pas de souci, quoi. Après, c'est juste une question, honnêtement, quel est pour la société le coût qu'on veut mettre dans ce type de traitement? C'est toujours pareil, hein. Malheureusement, on connaît tous l'état actuel du financement de la sécurité sociale. Donc voilà, mais c'est sûr que ça améliore le bien-être, donc forcément ça va jouer sur la douleur, c'est évident. On a des questions autour de l'alimentation, on a des questions autour aussi de l'environnement, tout ce qui est facteurs liés à l'alimentation, mauvaise alimentation, on pourrait imaginer, ou facteurs de risque différents. Certains aliments pourraient être favorisés, des poussés par exemple. Et puis, est-ce qu'il y a on a des connaissances concernant les perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'ils ont un rôle connu? Alors, actuellement, l'alimentation, on n'a pas de données scientifiques qui vont dire il faut s'alimenter de telle façon ou telle façon. Alors, vous allez sur Internet, vous avez énormément de données, il faut s'alimenter de telle façon, telle façon. Si vous vous sentez mieux avec telle ou telle alimentation, ça fait partie de sa prise en charge de soi-même. Mais c'est comme moi, quand je me sens fatigué, j'ai envie de manger plus sainement. Donc ça fait partie d'une prise en charge globale de soi qui me paraît tout à fait logique. Donc très bien.